Vous le savez, ici on parle vélo sous toutes ses formes. Alors si je vous disais qu'il existe en France une fédération qui vous fait vivre cette passion toute l'année partout en France. La Fédération française de cyclotourisme, FF Vélo, à ne pas confondre avec la FFC. C'est plus de 110 000 adhérents, 3 000 clubs sur toute la France et des milliers d'événements pour tous les styles, toutes les pratiques et surtout celui du plaisir de rouler sans compétition mais avec passion. Que vous soyez déjà dans un club ou que vous rouliez entre amis le week-end, sachez qu'il est très simple de créer votre propre asso et de rejoindre la fédération. En vous affiliant, votre asso et ses membres bénéficient d'une couverture adaptée et vous êtes couvert en cas d'accident, qu'il soit dans le cadre d'une sortie groupée ou même en solo. Cela vous garantit une tranquillité d'esprit lors de vos sorties tout en offrant un cadre sécurisé pour organiser vos événements, avec le soutien de la fédération. Alors que vous soyez 5, 10 ou 20 à rouler ensemble, créez votre association, c'est simple, accessible et cela peut tout changer. D'ailleurs, du 3 au 10 août, à Orléans, FF Vélo organise la semaine fédérale, 8 jours de vélo et de fête, avec des parcours route, VTT et gravel ouverts à toutes et tous. Et pour les amateurs de défis, il y a aussi la cyclo-montagnarde, 200 km, 4000 mètres de dénivelé, un véritable challenge. La Fédération française de cyclotourisme, c'est le vélo pour tous, avec tous. Toutes les infos sur le site ffvélo.fr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tous en selle. Pour m'accompagner sur ce sujet, Loïc. Ça va Loïc ? Bonjour. Puisqu'on est sur ta capsule, la capsule en mouvement, celle sur laquelle tu m'accompagnes depuis plusieurs épisodes sur ce tout nouveau podcast. Alors au moment où va être diffusé cet épisode, ça fait un petit moment que le podcast est lancé, mais nous sommes uniquement dans la saison 1 sur un podcast qui, je l'espère, va durer dans le temps. Donc on va aborder un sujet important, crucial, qui est l'entraînement. S'entraîner pour progresser. Pourquoi s'entraîner ? Se préparer, soutenir cette préparation et bien récupérer ensuite. Donc est-ce que c'est un sujet qui t'inspire, Loïc ? Ah oui, complètement. La notion ça me fait penser à la notion de régularité et trouver du sens à être régulier et comprendre aussi comment fonctionne son corps et progresser, c'est aussi être en bonne santé, améliorer sa santé, progresser dans sa pratique du vélo à travers sa capacité à être plus endurant, plus puissant et donc c'est forcément, ça me fait penser à toujours pareil, à continuer à vivre, en fait, à se sentir vivant et de plus en plus vivant malgré le temps qui passe. Bon, en tout cas, on va vous partager des astuces, des conseils, que ce soit, on va couvrir les différents volets de la préparation à la récupération. Mais juste une petite parenthèse avant, pour mettre en avant également Tous en selle le festival, si vous souhaitez savoir si dans la région dans laquelle vous êtes, il y a une diffusion dans un cinéma du festival Tous en selle, vous allez passer 3 heures à vous évader, à voir des documentaires sur le 2 roues partout autour de la planète et c'est toujours appréciable d'être bien calé dans son fauteuil avec son petit popcorn à côté. Un festival, c'est un moment assez incroyable. Moi, j'y ai été plusieurs fois et les films qui sont sélectionnés sont vraiment fous. Et je me rappelle d'un film, un court-métrage où la personne fait le tour du Mont Blanc en vélo et en parapente et en solo, et t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui était avec lui pour le filmer et il a tout fait tout seul avec un drone qu'il suivait quand il était en parapente. Enfin, des bons moments, des super histoires. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe de Tous en selle pour nous donner l'opportunité d'avoir lancé ce podcast et de vous partager des astuces, des conseils, que vous soyez passionné, expérimenté ou vous souhaitez tout simplement vous lancer sur un vélo pour partir à l'aventure, peut-être juste même dans le quartier, à l'extérieur de la ville de là où vous êtes, ou parcourir tout un pays, voire un continent. On est ravis de vous donner toutes ces astuces. Alors on va commencer à rentrer dans l'épisode du jour, s'entraîner pour progresser, préparer, soutenir, récupérer. Loïc, la préparation. Pourquoi il est utile de s'entraîner ? Est-ce qu'on ne peut pas juste faire des sorties tous les 2-3 mois en pensant être en forme maximum ? Je sais pas qui c'est qui t'a dit ça, mais c'est pas possible. Je ne balancerai pas, mais disons qu'il y a des personnes effectivement qui pensent qui ne comprennent pas pourquoi il faut s'entraîner, tu vois. Juste, mais en fait, pourquoi tu vas t'entraîner ? Tu peux pas juste prendre ton vélo tous les 2 mois. Non, parce que sinon, ça serait facile, tu vois. La forme n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut s'entraîner.
ou alors avoir régulièrement une activité physique pour maintenir un minimum de niveau et se faire plaisir sur un vélo. Oui, c'est exactement ça. On peut remplacer le mot s'entraîner par pratiquer. Pratiquer l'activité physique régulière. Performance, voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas. Pratiquer le vélo régulièrement, ça peut être faire du vélo taf tous les jours et le varier, le stress que tu appliques, c'est la meilleure façon de permettre à ton corps de s'adapter et de progresser, pas forcément pour aller plus vite, mais de progresser pour que ton corps soit de plus en plus fort et en bonne santé. Oui. C'est essentiel. L'entraînement est essentiel. Oui. Alors effectivement, la préparation, l'entraînement, c'est construire une base solide. Pourquoi est-ce essentiel, comme tu l'as dit? Donc ça permet d'optimiser les phases d'entraînement, de prévenir des blessures, de personnaliser ce que tu fais. Hein. Tu nous l'as déjà évoqué sur les épisodes précédents, mais d'avoir une programmation individualisée, propre à la personne et non pas sur un plan classique que tu donnerais à plusieurs cyclistes qui voudraient performer. Et puis également de maximiser l'efficacité des séances. Est-ce que le premier point, Loïc, ne serait pas, dans un premier temps, de se fixer clairement des objectifs? Pourquoi est-ce qu'on s'entraîne? Est-ce que c'est juste pour être en forme? Est-ce que c'est dans le cadre d'une aventure à vélo? Est-ce que c'est dans le cadre d'un objectif de compétition? Est-ce que c'est dans le cadre de l'objectif cet été de faire mal à tes petits copains ou à tes copines? Tu vois, un groupe de filles ou un groupe de mecs qui vont se challenger et justement de montrer que tu t'es bien entraîné. Est-ce que ça serait pas le début justement de la préparation de se dire voilà pourquoi je vais m'entraîner? Donner du sens à sa pratique, à ce qu'on fait. Évidemment, c'est essentiel. Ces motivations profondes, comprendre les raisons pour lesquelles on va parfois se mettre en difficulté, parfois aller à l'encontre de son envie. Oui, en effet, c'est un point important et j'invite tout le monde à faire sa propre introspection, son introspection pour savoir pourquoi je fais du vélo, dans quel objectif. Et c'est vrai que c'est très variable. En préparation mentale, la notion de motivation profonde est très importante parce que elle est la base de votre engagement dans le projet auquel vous avez débuté. Et les motivations profondes, il faut qu'elles soient très personnelles et dans un but non élitiste. Et en tout cas, et aussi non social. Souvent, les gens font les choses par rapport à l'image sociale qu'on rejette. Et il faut vraiment prendre conscience que avoir son propre sens et trouver vraiment la raison profonde à la pratique du vélo est essentiel pour pouvoir engager cette notion de régularité, cette notion de pratique au quotidien du vélo. Alors c'est vrai que dans les exemples que j'ai cités au début d'objectifs, de pourquoi c'était important de s'entraîner, j'ai surtout parlé d'objectifs qui permettaient de te comparer aux autres, une compétition, le groupe de copains, le groupe de copines, mais ça peut être aussi, je veux gagner 10% en watts, tu vois, par exemple, je veux être plus puissant, je veux gagner en force, je veux gagner en vélocité. Je veux gagner sur mes zones, effectivement. Tout simplement, je veux me sentir mieux dans mon corps. Tout à fait. Je veux pouvoir, moi par exemple, quelle est ma motivation profonde à la pratique du vélo? C'est une sorte de temps de spiritualité, de méditation interne qui m'est essentielle pour construire le reste de ma vie. Tu vois, c'est une motivation profonde qui m'est propre et qui a un objectif à long terme. La tienne, quelle est-elle? Personnel, j'ai pas envie de la partager. Non, mais moi, c'est découvrir des nouvelles routes. C'est pour ça que j'emmène, très souvent, dès que je le peux, j'emmène mon vélo dans mes déplacements parce que je trouve ça génial. Je fais, les gens qui me suivent, voient bien sur mes réseaux, j'ai la chance, voilà, de pouvoir me déplacer en train. Je précise, 25 000 km de train l'année passée, donc voilà, j'emmène mon vélo avec moi parce que je trouve ça génial, grâce à ce moyen de déplacement, de pouvoir faire des distances plus rapidement qu'à pied ou qu'en courant. Et de découvrir de nouveaux paysages. Je trouve que le vélo te permet ça, c'est-à-dire te déplacer d'un point à un point B et à chaque virage, tu peux parfois avoir un nouveau paysage qui s'ouvre à toi. Et voilà, moi, en tout cas, c'est pour ça que je fais du vélo. Derrière, il y a aussi c'est ma première motivation. C'est pour ça que je m'entraîne. C'est pour être bien et non pas me sentir lourd ou être en difficulté quand je fais ces sorties découvertes. Et puis derrière, je trouve que ça a un aspect en tout cas c'est personnel, c'est sur la santé.
contrôle du poids, se sentir bien, voilà, Je suis pas sûr que le contrôle du poids soit une bonne motivation. Peut-être pas, mais en tout cas, voilà, tu m'as posé la question. Voilà, Ça, c'est le genre de motivation qui peut engranger des comportements anormaux sur l'entraînement. Ouais, mais j'ai beaucoup de comportements normaux, je reconnais. Je reconnais, mais c'est pour ça que je fais du podcast, pour que tu me partages tous tes enseignements, Loïc. Non, mais voilà, moi, c'est la découverte, c'est la santé. Quand je dis contrôle du poids, c'est juste transpirer, tu vois. Certes, j'ai beaucoup de chance de faire beaucoup de déplacements, mais c'est aussi très stressant, tout ça, et avec des gros enjeux, et ne serait-ce que 45 minutes. Et tu vois, par exemple, quand tout à l'heure tu parlais, oui, la motivation, c'est peut-être aller faire mal aux copains et tout. Mais en fait, ça, c'est une motivation qui n'est pas très saine. Non, pour moi, non, je parle pas de. Oui, c'est un exemple. Mais tu vois, un exemple de motivation profonde, plus solide, avec un socle plus solide, c'est partager du temps avec ses amis. Ah bah voilà, moi, quand je vais faire. Alors, c'est ça aussi, hein, dans les épisodes précédents, on a parlé de Zwift. Je fais beaucoup de Zwift parce que ça optimise. Hein. Tu peux dire ce que tu veux. Certes, c'est pas drôle, mais en tout cas, moi, je suis capable de faire 1h30 de Zwift. Ça me pose zéro problème. Et entre 45 minutes et 1h30, je sais que ça vaut le double sur la route en extérieur. Mais par contre, quand je suis en extérieur, c'est pour partager. Je ne sors quasiment plus seul. Je l'ai beaucoup fait dans le cadre de mes préparations d'aventure. Je vois plus vraiment l'intérêt. Et quand je sors, c'est pour partager un moment avec une autre personne qui débute ou qui a une expérience, bref, pour pas être tout seul sur le vélo. Donc ça commence par ça, déterminer un objectif, compétition, endurance, puissance, tout dépend. Et ensuite, une fois que tu as déterminé cet objectif, ça te permet de structurer l'entraînement, c'est-à-dire que c'est en fonction de cet objectif que tu vas structurer un entraînement. En fonction de ta motivation, ça va structurer la suite de ta planification, comme on appelle. Qu'est-ce que tu vas prévoir pour évoluer. Donc, ce qui est important, et ce que je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, ce qui est important, c'est comprendre aussi que s'entraîner, c'est se reposer. Ouais, mais. Non, mais oui. Donc, je fais le lien entre planification et repos. C'est pas pour rien. C'est qu'en fait, quand on part sur un objectif, un projet, il faut avant tout prendre conscience qu'on aura besoin de se reposer et à quel moment ce repos serait le plus propice. Alors, même si dans un cas idéal, on ne le déterminerait pas à l'avance, mais vraiment à l'instant, au dernier moment, ça serait l'idéal. Mais dans la réalité, souvent, le temps de repos, c'est quand je pose mes vacances. Est-ce que je le fais quand il y a les enfants, ou est-ce que je le fais quand je pars au ski? Voilà, c'est de déterminer les temps de repos. Progresser sans se reposer, ça n'a pas de sens. Mais il y a aussi la notion de régularité. Et progresser, évoluer dans sa pratique, c'est être régulier. Et donc, ça fait un peu opposition avec le repos, mais voilà, il faut prendre conscience que ces deux éléments sont très importants et qu'il faut jouer avec les deux. Et c'est essentiel. Alors, dans ce que tu décris comme un entraînement régulier, moi, dans le cadre de la préparation de cet épisode, j'ai trouvé en tout cas certaines informations qui me font dire qu'il y aurait plusieurs cycles. Alors, comment est-ce que toi, tu travailles? Parce que moi, dans ce que j'ai trouvé, en fait, tu expliques là qu'un entraînement, il est efficace si tu répètes ton effort, d'où la notion d'entraînement, parce que tu répètes un effort qui va faire que tu vas te sentir mieux, que tu vas progresser. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a des cycles d'une semaine, des cycles de 4 à 6 semaines. On a déjà parlé, ces fameuses 3 semaines où tu as vraiment un programme avec du foncier, des entraînements plus en puissance et puis des intervalles. 4 à 6 semaines et 3 à 6 semaines. Toi, comment est-ce que donc du macro, du méso et du microcycle? C'est ça. Je fonctionne pas du tout comme ça. Mais ça, c'est une vision très compétition. Non, pas forcément. Oui, un peu très classique. Optimisation, tu vois. De réfléchir en micro, méso et macrocycle. Donc, c'est-à-dire que tu prends ta saison et tu divises chaque période en fonction de tes objectifs, sans tenir compte de l'instant présent. Et surtout des éléments extérieurs qui peuvent s'y amener, une maladie, une séparation, un licenciement, des éléments, des décès, des trucs qui rentreraient en compte et qui chambouleraient tout. Donc, c'est une façon de travailler que moi, je pratique pas. Je fonctionne en micro-périodisation. Donc, quand je démarre un cycle, je sais pas quand est-ce qu'il se terminera. Il peut se terminer dans la semaine qui suit parce que la personne rencontre des difficultés ou
la, le stress appliqué est pas en adéquation avec ce que la personne peut subir à ce moment-là. Et il peut se terminer rapidement, mais comme il peut se terminer longtemps après, si je vois que ça marche. Et je fonctionne vraiment d'une semaine à l'autre, voire d'un jour à l'autre, quand il y a des événements particuliers qui vont chambouler l'équilibre mental et physiologique de la personne. Voilà. Donc, ce que tu dis est vrai, il existe, et la plupart des gens travaillent comme ça. Moi, je travaille vraiment différemment. Et est-ce que tu intègres une fois que le plan d'entraînement, donc tu définis ton plan d'entraînement, que tu personnalises, mais est-ce que derrière comment est-ce que une fois que tu as posé tes plages d'entraînement en fonction des disponibilités de la personne, de l'objectif, est-ce que tu varies? Alors on a déjà parlé des zones, un entraînement dans les zones soit en watts, soit fréquence cardiaque, mais comment tu intègres la variété? Parce que Quand je dis la variété, c'est le foncier d'endurance, l'intensité, la cadence, l'entraînement en force. Comment est-ce que tu intègres tout ça? Ce qui va varier, c'est les durées d'effort, les intensités, les conditions dans lesquelles tu pratiques, les aspects cognitifs, les concentrations, les moments d'évasion. Et ce qui va peu varier d'une semaine à l'autre, c'est le volume, pour pouvoir maîtriser l'augmentation de la charge d'entraînement et éviter des situations où tu t'entraînes trop et pas assez. Donc, je vais varier tout ça et j'ai jamais idée de par quoi je vais commencer. Je te le dis, je commence jamais de la même façon chez une personne que chez l'autre. Ce que je vais faire après un entretien téléphonique et une analyse des séances que la personne a fait en amont, c'est évaluer ce qui me paraît être le stress le plus approprié à ce moment-là que je vais appliquer. Et souvent, pendant les 2, 3, 4 premières semaines, je vais essayer de faire des choses et voir comment la personne répond à ça. Et en fonction, adapter. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai rarement en tête plus de 3 semaines dans la tête, 4 semaines dans la tête. Parce que tu serais pas agile. Si ça t'avait planifié 4 mois, tu serais pas du tout agile quant aux circonstances, comme tu l'as décrit. Ouais, exactement. C'est pour que la personne puisse s'adapter au mieux. Il faut absolument prendre. Je considère qu'il faut absolument être capable toi-même de modifier. Des fois, c'est des détails, tu vois. Au lieu de faire 3 fois 6 séries, tu vas en faire 3 fois 5 parce que tu as détecté qu'à ce moment-là, c'était compliqué. Ça peut être compliqué mentalement, ça peut être compliqué physiologiquement. Et ces petits changements peuvent faire la différence. Donc, ça nécessite aussi être assez proche des gens et réactif. Donc, ça, c'est pour moi essentiel. C'est de se dégager de ce modèle classique de périodisation et de rentrer dans des configurations beaucoup plus personnelles au quotidien. Et puis ensuite, est-ce que tu intègres, là on parle vraiment d'un travail d'endurance, de force, de fréquence cardiaque, mais est-ce que tu intègres de la technique dans les entraînements que tu préconises? Moi, quand je dis la technique, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'aérodynamisme. On avait déjà fait un épisode lors de notre stage que l'on avait organisé l'année passée à Calpe sur les descentes. Donc, comment prendre son virage, en tout cas, comment appréhender de la meilleure manière les descentes. Est-ce que tu intègres aussi ça dans tes plans d'entraînement pour tes coachés, ou est-ce que tu attends que ça soit une demande de la personne sur un souhait, un désir de travailler la descente, un désir de travailler la cadence de pédalage ou l'économie justement du coup de pédale, ou même l'aérodynamisme, s'il y a un objectif de performer sur un contre-la-montre ou autre, mais est-ce que ça tu l'intègres naturellement, ou est-ce que c'est après un échange? Tout le temps. Donc par exemple chez les compétiteurs, ceux qui courent sur les courses classiques sur route, je vais régulièrement faire du travail de position sur le vélo. Maintenir une position aérodynamique, c'est pas naturel. Ouais. Donc ça nécessite un travail. C'est comme faire du renforcement musculaire. Ça nécessite des contractions musculaires inhabituelles. Donc c'est quelque chose que je vais faire travailler. Chez les débutants ou chez les personnes qui font du vélo depuis pas longtemps, justement cette notion d'économie de pédalage, elle va rentrer en compte. Alors non pas en travaillant des exercices techniques qui vont améliorer ça, mais plutôt en faisant prendre conscience à la personne et au cerveau de la personne les différentes phases mécaniques du pédalage et les différentes façons dont on peut produire de l'énergie à travers le mouvement de pédalage, tu vois, pour avancer. Je vais aussi
travailler les variations sur les cadences de pédalage pour, pareil, corticaliser les différences et trouver sa cadence la plus naturelle pour avancer. Et je veux aussi apprendre aux personnes par exemple, à améliorer sa technique dans les montées, qui est différente de celle du plat. Donc, travailler les contractions musculaires en danseuse, assis, des choses très simples, mais qui en fait, quand tu débutes, ou même quand tu es confirmé, hein, parce que chez certaines personnes, le pédalage en danseuse n'est pas naturel. Alors, parce qu'un manque d'équilibre. Tu parlais de boss, de montagne. On a une anecdote l'année passée. Avec Julien. Voilà, tu me parlais d'un de tes clients qui ne savait pas faire la danseuse et qui a découvert la danseuse quand il faisait des ascensions. Tu comprenais pas qu'il y avait certaines datas, je crois, tu disais, il y a un truc qui est pas normal, c'est pas possible. Et en fait, ouais. il ne savait pas qu'il fallait se mettre en danseuse. Alors déjà, il habite à Paris. Donc il faisait du home trainer. Il faisait du home trainer beaucoup. D'accord? Mais tu peux pas être en danseuse entraîneur, c'est compliqué sur une plateforme. Non, mais tu peux pas. Sur ressort. Donc il faisait du home trainer et quand il sortait sur les anneaux à Vincennes ou à Longchamp. Okay. Donc c'était très C'est limite. Et donc du coup, il est venu en stage avec moi au Pays Basque pendant 4 jours. Et là, je le vois monter l'école et il se met jamais en danseuse. Je lui dis mais tu te mets jamais mais non, je sais pas faire. Et en fait, je me suis rendu compte. Il voit vite les gens qui savent pas faire la danseuse, et donc balancer sur le vélo. Ça lui a changé sa pratique du vélo parce que du jour au lendemain, il a pu soulager sa contraction musculaire et être beaucoup plus économe et plus endurant. Pourquoi c'est important de faire de la danseuse de varier les positions? Ouais. Pour une ascension comme un col, par exemple. Pour solliciter différemment les muscles et à proportions différentes et ainsi soulager la contrainte musculaire. Et ça, c'est un exemple effectivement qui m'avait frappé. Ah bah, tu m'étonnes. De ce coureur qui savait pas faire de la danseuse et ça a changé totalement sa pratique. Ah oui, mais complètement, parce qu'il avait souvent des limitations à l'endurance du fait de la contraction musculaire et le fait qu'il ait appris ça lui a changé, notamment quand c'était vallonné, ça lui a permis d'être beaucoup plus. Depuis, il va rouler dans le Vexin, il va rouler. Non mais là il est en train de faire en chevreuse. Il traverse l'Amérique en vélo là. Ah oui. Oui. Là t'as pas suivi? Non. Non, il est parti d'Alaska et il traverse l'Amérique en vélo. Ouais. Alors du nord au sud? Du nord au sud, ouais. Là ils sont au Mexique. Ah donc il va jusqu'en bas. Ouais. Il va jusqu'en Patagonie. Jusqu'à quelques chemins. Magnifique. Il est temps de faire une petite pause dans cet épisode. C'est l'heure du ravito. Et qui de mieux que Meltonic pour nous accompagner? Meltonic, c'est la marque française qui mise sur le naturel pour booster nos performances, que ce soit en pleine course ou lors de nos entraînements. Créé en 2014 dans la mielerie familiale, Meltonic a révolutionné la nutrition sportive avec le tout premier gel à base de miel, plantes toniques et huiles essentielles. Chez Meltonic, l'objectif est de montrer qu'on peut aller plus loin, plus fort, sans jamais trahir son corps ni la planète. Leur mission est simple, vous aider à donner le meilleur de vous-même, naturellement. Parmi les ambassadeurs, Pierre Rolland, ancien coureur cycliste professionnel, 13 Tours de France au compteur, 2 victoires d'étape et une passion assumée pour les purées toniques salées à la noix de cajou Meltonic. Rendez-vous sur le site meltonic.com afin de découvrir tous les produits qui vous accompagneront sur vos prochaines sorties. C'est quoi son nom? Donner son nom juste. Est-ce qu'il y a un compte Insta sur lequel on peut le suivre? Fast Lone West. Ouais, c'est ça. Ah, mais je vois qui tu veux dire. Je connais bien. Avec sa compagne. Ouais. Ah ouais, mais je pensais pas que c'était lui qui savait pas faire de la danseuse. Si. Ok, il a un gros fat bike, c'est ça? Ouais, c'est ça, je vois bien. On pense à lui. Et d'ailleurs, ils seront sur Ultra Talk. Hein. Dès qu'ils terminent l'aventure, le rendez-vous est pris. On fera un épisode avec eux. Voilà. Et en plus, ils produisent des superbes images. C'est magnifique. Ouais, c'est de leur traversée. Incroyable. C'est incroyable. Je vous invite à aller voir le compte. D'ici la fin de l'épisode, je vous donnerai le compte Insta plus précisément pour que vous puissiez y aller. Qu'est-ce que tu conseilles également? Donc là, on a parlé de tout ce qui était la partie préparation, c'est-à-dire comment construire une base solide sur un entraînement pour se faire plaisir. On enlève le terme de performance, de progression. Juste construire un entraînement. Donc ça veut dire des sorties répétitives de manière régulière pour justement progresser, se faire plaisir sur un 2 roues, que ce soit une compétition, que ce soit juste des sorties en communauté ou alors un voyage à vélo.
Et puis ensuite, on va aller sur la partie soutenir l'effort. Donc, ce que nous, on appelle avec Loïc soutenir l'effort, c'est l'importance de l'entraînement ciblé à l'écoute du corps, mais aussi avec une bonne intensité, le bon volume, et qui permettrait justement de permettre la progression. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelles sont les clés pour soutenir d'ailleurs un entraînement de manière efficace? Alors, déjà pour répondre à ta première question, ce qui est important, la notion la plus importante après le repos, c'est la progressivité. C'est-à-dire que quand vous reprenez une activité, une pratique du vélo, il faut toujours prendre en compte ce qui s'est passé avant. Donc, si vous avez arrêté un long moment, vous n'allez pas reprendre comme quand vous êtes arrêté, vous allez reprendre plus doucement et augmenter progressivement votre pratique. Donc ça, c'est un élément très important. Et la progressivité, elle va dans le volume, dans la durée du temps que vous passez, mais aussi dans les intensités que vous mettez. Donc ça, c'est ce qui suit après le vélo, le repos. Dans la construction, tout dépendra de vos objectifs et de votre capacité à s'adapter à l'entraînement à l'instant T. C'est là où il faut rentrer un peu d'incertitude, un peu de je m'entraîne, mais je ne sais pas où je veux aller. Je vais aller dans les prochains jours, mais je veux aller vers là dans longtemps et je vais tester, essayer, échouer. Ce que fait très bien, on en a discuté tout à l'heure, Kylian Jornet, c'est qu'il essaie et il voit ce que ça donne. Ça, c'est hyper important comme notion. Ça paraît pas du tout optimal en termes de performance, mais si on a une réflexion à court terme, par contre à long terme, ça permet de mieux se connaître et surtout d'être plus à l'écoute de son corps, tu vois. Et donc, je vais pas conseiller de dire, là, je vais faire un cycle de telle intensité sur temps, puis je vais enchaîner sur un autre cycle. C'est plutôt, je vais tester ça sur les 2, 3, 4 entraînements. Je vais voir comment je me sens avant, pendant, après. Et voir est-ce que je progresse, est-ce que je me sens de mieux en mieux, et si oui, je continue jusqu'à ce que je sente que ça va moins bien, tu vois. C'est beaucoup plus sur l'instinct. Je trouve que c'est surtout quand on s'entraîne seul. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui s'entraîne avec toi, tu lâches prise et c'est lui qui fait et qui te dit. Quand tu t'entraînes seul, je pense que faire revenir l'instinct et pas trop de donner de cadre ou trop d'obligations, de principes et d'être d'être beaucoup plus sur le ressenti, sur est-ce que tu vois, par exemple, tu fais un cycle de PMA, puis tu as mal dormi la veille. Est-ce que tu repars sur la séance de PMA qui était prévue? Moi, je vais te dire oui et non. Tu commences, mais si tu vois que ça ne le fait pas, tu le fais pas. Et c'est pas grave, en fait. Tu vois. Et tu le redécales. Ça veut dire aussi être capable d'accepter de changer ce qu'on avait prévu. Ça peut être très difficile pour la rigidité chez certaines. Ça peut être très compliqué. Mais de ce que tu décris, moi c'est l'expression charge mentale vient à l'esprit. Ouais, parce qu'en fait, il faut prendre en compte. Voilà, c'est ça, il faut prendre en compte cette charge mentale. Et tu vois, et parfois, ta charge mentale est telle que la séance, tu sais qu'elle va pas passer en amont. Alors, pourquoi tu l'as fait, tu vois? Parce qu'il faut la faire dans un objectif très précis. Et en tout cas, il faut pas qu'elle. Oui, mais il faut pas qu'elle. Oui, mais là, ça veut dire qu'elle augmente ta charge mentale. Oui, non, mais je me fais l'avocat du diable. Hein, mais ça, c'est donc. Tu vois, un autre exemple, quand je donne des séances avec intensité, il y a des personnes qui échouent. Bon, déjà, ils le vivent mal. Quand tu veux dire échouent, c'est-à-dire qu'elle est pas capable de soutenir. T'as 3 fois 10 et ils font 2 fois 10 et ils disent j'ai pas réussi à 3 fois 10. Et souvent, en fait, je leur dis mais pourquoi entre les 2 séries de 10, t'as pas augmenté le temps de pause jusqu'à te sentir capable de la passer? Et en fait, tu vois, c'est la rigidité. Après, c'était écrit comme ça. Minutes, en fait, donc, mais le corps, il fait pas la différence avec ça. Parce qu'il ton organisme, il va retenir le stress que tu appliques sur les 10 minutes. Plus c'est proche, plus ça sera assimilé à 30 minutes sur 3 fois 10 minutes, par exemple. Mais et donc les personnes, je leur invite à être beaucoup plus sur leur ressenti et de s'adapter à ce ressenti, et sans penser que parce qu'en fait c'est plus néfaste de moins faire que de faire comme je propose, tu vois, parce que même si tu as augmenté les temps, tu vas tenir le temps de soutien global que tu voulais, d'accord. Le fait que d'avoir réduit une séance, tu as réduit d'un tiers en fait, donc c'est pas du tout le même effet. Et là, je pense à quelqu'un là qui en ce moment a du mal à faire ses séances de VMA à pied.
Et j'ai beau lui expliquer que même s'il prenait plus de temps ou qu'il marchait au lieu de courir sur le contre-exercice, il est très rigide dans il faut faire ça, alors il faut que je fasse ça, si je fais pas ça, c'est pas bien. Tu vois. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, c'est vrai que tu donnes des clés hein, pour justement bien soutenir un entraînement ciblé, être à l'écoute de son corps, bien connaître ses zones et en fonction justement de l'écoute que l'on peut faire de son corps, je pense qu'avec l'expérience, on est capable de dire, sans regarder ses compteurs, dans quelle zone on est. Donc, c'est aussi bien se connaître et bien identifier une sensation à quelle zone elle correspond, de manière à ne pas non plus être dépendant des datas, mais être beaucoup plus à l'écoute de son corps. On en a déjà parlé, mais je pense que si tu pourrais rappeler les signes d'un surentraînement, ça peut être important parce que quand on dit soutenir, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est sentir les signaux d'un surentraînement qui te ferait dire, bon là, il faut que je relève un petit peu le pied. Oui, certes, j'ai un entraînement prévu ou une intensité prévue demain, mais je ne fais pas preuve de rigidité. C'est accepter que le repos fait partie Donc, quels sont les signes, Loïc, de quels pourraient être, en tout cas, comment toi, tu peux les identifier, des signes pour éviter le surentraînement? J'allais dire le surendettement physique, oui. Alors, les premiers signes, c'est déjà en amont, c'est warning. Si, par exemple, vous ne vous entraînez qu'avec des hautes intensités. Donc déjà, ça veut dire que vous avez un comportement dangereux. La base de l'entraînement, c'est la basse intensité. C'est la régularité, donc la basse intensité. Tu vois, les personnes qui ont la plus grande progression à l'entraînement que j'entraîne, c'est ceux qui font du vélo taf. Eux, ils font du vélo tous les jours. Alors des fois, je leur mets des journées sans vélo. D'ailleurs, ils râlent parce qu'ils sont obligés de prendre le métro ou les transports en commun. Généralement, je fais ça le week-end, comme ça, j'ai pas de problème. Ces gens-là, ils ont de la basse intensité régulièrement. Et la haute intensité, elle est vraiment parcimonieuse ici et là. Et ça permet d'avoir dans la globalité quelque chose qui est très cohérent et qui permet de progresser. Donc, l'intensité, c'est très important. Il faut faire attention à ça. Alors, les premiers signes qui vont marquer, le premier, mais c'est une charge globale. Hein, c'est l'entraînement, la charge mentale, de la vie, de la famille, du travail. C'est le sommeil. Quelqu'un qui a l'impression d'avoir un sommeil non réparateur sur une longue période, warning. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa façon de vivre, tu vois. Bien plus globalement que dans sa façon de faire du vélo. C'est le poids. Prendre du poids alors que tu t'entraînes ou perdre beaucoup de poids trop vite. Ça, c'est attention, warning, parce que de toute façon, quand tu perds du poids très vite, ça veut dire que tu es en déficit calorique important. Et quand tu prends du poids malgré l'entraînement et que tu t'alimentes bien, là, ça veut dire que tu n'assimiles plus le stress oxydatif dû à l'entraînement et que tu rentres dans un syndrome métabolique. Donc là, ça veut dire que là, le sport t'amène à être en mauvaise santé. Chez les femmes, c'est la disparition des règles. L'aménorrhée. Là, pareil, warning, c'est pas normal. Ça ne devrait pas exister. C'est pas quelque chose, une situation qui peut être, surtout quand c'est dû à l'entraînement. Tu vois, si c'est quelque chose qui est intégré depuis longtemps, c'est un peu différent. Mais si tu perds la régularité de tes cycles parce que tu t'entraînes ou que ta vie est chargée et que tu fais de l'entraînement, il faut à un moment donné, il va falloir rééquilibrer tout ça. C'est l'humeur. Être tout le temps de mauvaise humeur. Là, c'est pareil. C'est les premiers signes. Et après, il y a des signes plus objectifs qui vont être ta fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque. Mais ça, c'est plus adapté aux personnes qui ont les connaissances et quand tu es suivi. Mais là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les signes les plus importants. Les douleurs musculaires. Ça, tu vois, être à l'écoute. Tu fais ton entraînement, il te faut 3 jours pour récupérer. Là, alimentation pas adaptée et aussi besoin de repos, tout simplement. Le fait de ton système immunitaire, quand les gens qui sont tout le temps malades, moi j'en connais, hein, la première chose qui détecte le fait qu'ils en fassent trop, c'est que ils enchaînent les maladies, tu vois. Ça, c'est des signes importants. Donc voilà, si vous avez bien écouté, bien coché justement, si vous êtes dans telle ou telle case, et toujours dans le cadre de soutenir justement son entraînement. Est-ce que tu as quelques exemples des exemples ciblés? Par exemple, si je te dis demain, voilà, il y a une personne qui écoute l'épisode qui souhaiterait renforcer son explosivité.
Qu'est-ce que tu pourrais lui proposer comme séquence d'entraînement? Alors, par exemple, l'explosivité, il y a une notion de force musculaire avec une structuration du muscle bien précise. Donc, moi, je lui conseillerais de faire un travail musculaire adapté pour développer les fibres musculaires qui lui permettront d'explosif et d'intégrer ce travail musculaire à part la pratique du vélo avec du travail parce qu'on en aérobie, c'est-à-dire en dette d'oxygène, en hypoxie, et sur des durées assez courtes. Voilà. C'est des sprints plutôt. Oui, c'est ça. Et avec beaucoup d'endurance à côté, ce qui est paradoxal. Alors, des sprints avec beaucoup d'endurance à côté, ça veut dire que tu vas faire des séances très spécifiques sur un entraînement qui, lui, va être plutôt... Et après, tu vas faire les jours autour de tout ça, de l'endurance fondamentale. Alors, j'avais, moi... Parce que l'endurance, ça va te permettre évidemment de progresser au niveau cardio-respiratoire, mais aussi d'assimiler le travail que tu as fait en amont, beaucoup plus vite que si tu faisais rien. Et j'avais j'avais en tête, c'est toujours quand je suivais un programme, mais je te parle de ça il y a plusieurs années, on me disait toujours de travailler des zones, mais pas 2 zones collées. Par exemple, tu travailles ta zone 2, ta zone 4, ta zone 3, ta zone 5, mais pas ta zone 2 et 3. Est-ce que ça, c'est dépassé? Mais non, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a aucun sens, en fait. Ça dépend des personnes, ça dépend de ce que tu veux faire. Menti. Voilà, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison à ça. Je suis sûr que je suis passé à côté d'une carrière, c'est évident. évident. Non, mais en fait, en plus, le vélo, c'est un sport où la culture des anciens est très importante. Et il suffit que ça, c'est soit quelqu'un qui l'a fait pour lui, qui s'est rendu compte que ça fonctionnait comme ça. Tout de suite, il l'a diffusé comme ça et que c'est ancré dans son microcosme comme quelque chose de fondamental, mais en fait, c'est fondé sur rien. Et tu l'as dit tout à l'heure, donc là, on va aller dans le chapitre récupération. Aujourd'hui, il existe plein d'outils pour bien récupérer. Tu peux même faire de la cryo. Tu as des bottes de récupération, tu as des pistolets, tu as plein de choses pour optimiser ta récupération. À ton avis, c'est lequel l'outil le plus efficace? Les bottes, j'ai jamais essayé, donc je peux pas avoir d'avis sur ça. Le pistolet, je n'ai jamais essayé, je peux pas avoir d'avis sur ça. J'ai fait de la cryo. Alors il y a 2 types de cryo. Je crois même qu'une à l'azote est interdite maintenant. Avant, tu pouvais mettre juste dans un endroit où tu avais juste la tête qui dépassait, tu avais de l'azote avec la fumée là qui sortait un petit peu. Et ça, de ce que j'ai entendu, c'est interdit parce que les gens se brûlaient parfois. Et maintenant, ce sont des cabines. Donc, tu rentres en fait comme dans une cabine de douche et là, tu es dans un environnement à des températures négatives où tu peux rester entre 3-4 minutes au début jusqu'à 10 minutes au maximum une fois que tu es entraîné. Ça, j'ai testé. J'ai trouvé que ça avait des effets apaisants. Voilà. Apaisants. Donc, en tout cas, j'ai bien dormi derrière les 2 fois où je l'ai fait. Donc, la cryo, moi, je pense que ça a un effet. Puis effectivement, j'ai fait un épisode sur Ultratalk avec Ludivine Blanc qui a battu tous les records, qui a découvert la natation en eau glacée, en eau froide, je ne sais pas comment on peut dire, parce que c'est en dessous de 5 degrés, dans un objectif de réparation suite à une blessure. Elle a fait de la cryo et c'est comme ça qu'elle a trouvé que ça accélérait la réparation. Donc la cryo, ça, je pourrais croire, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir une cabine chez lui de cryothérapie. Après, j'ai pas trop d'avis sur les bottes. Moi, je crois beaucoup au massage, par contre. C'est-à-dire le fait de pouvoir drainer les toxines puis c'est un effet apaisant plus le massage, donc on peut s'automasser, hein, bien évidemment, on va pas toujours chez le kiné à chaque fois, mais je sais pas, j'aurais dit que pour bien récupérer, il faut bien s'occuper de son corps, se respecter. L'outil numéro 1 que tu utilises tous les jours, c'est ton matelas. Oui, le sommeil. Alors là, c'est le sommeil. Ouais. C'est ton matelas. Le matelas, c'est... Et là, je suis pas bon sur ça. Je suis bon sur le sommeil, moi, vous le savez. Le sommeil, c'est l'outil... Enfin, l'outil, c'est ce qui permet de récupérer. C'est le numéro 1. Et c'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité. Non, mais là, c'est une qualité. Et c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ma pratique du vélo est adaptée à ma vie en général? Je pense que les personnes qui nous écoutent, qui ont des enfants en bas âge, comprennent exactement la qualité du sommeil. C'est l'impact. Et donc, le vélo va me servir à quoi dans ces moments-là où ma qualité de sommeil est pas bonne. C'est là où il faut se poser les bonnes questions. Parce qu'on peut pratiquer le vélo parce qu'on en a besoin comme exutoire, comme stabilité mentale. Mais ça, c'est une motivation très précise. Et donc, on accepte de le faire quand on est fatigué. Mais par contre, on ne s'attend pas à progresser. Parce que si tu veux progresser, il faut bien dormir.
Ça, c'est essentiel. Tout ce que tu as dit avant, c'est des outils de récupération. Le froid, c'est même plus que ça. C'est un processus essentiel à l'aspect hormétique, c'est-à-dire à la capacité d'adaptation du corps. On sait qu'aujourd'hui, l'exposition au froid permet un renforcement des cellules, une meilleure utilisation des graisses. C'est essentiel à la bonne santé. On va au-delà, c'est comme le jeûne intermittent. C'est quelque chose qui est aujourd'hui prouvé, qui a un intérêt sur la bonne santé. Les bottes de froid, les bottes de massage, tout ce qui est lié au massage, je peux pas, voilà, il n'y a pas de consensus sur tout ça. Le massage en lui-même, si, mais pour améliorer l'élasticité musculaire, mais voilà, ce sont des adjuvants à la pratique, mais c'est pas essentiel. Si tu dors pas bien et que tu te fais masser tous les jours, ça n'a aucun intérêt. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Il y a beaucoup de marketing aussi dans tout ça, mais dans le sommeil, il y a toujours cette avant le coucher, tu vois, pour optimiser la qualité du sommeil, c'est la routine du coucher. On dit beaucoup, tu sais, les enfants font beaucoup d'écrans. Il faut trouver une solution pour empêcher les enfants d'avoir accès aux écrans. Mais en fait, les adultes, ouais, c'est pire que tout. On est tous sur nos écrans, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quoi le truc? C'est à partir de 18h, pas d'écran pour la lumière bleue. C'est quoi? C'est à partir de 20h, c'est 1 heure avant d'aller se coucher. C'est quoi ton avis sur ça? Dans l'idéal, ce serait 4 heures avant, je crois, dans la littérature. Parce que ça a un impact, en fait, c'est ça. Le process, c'est que la lumière bleue dégagée par un écran, les écrans, ça a un impact hormonal sur la mélatonine, qui est l'hormone qui permet de t'endormir et d'avoir une qualité de sommeil. Et puis sur d'autres choses, c'est pareil sur l'alimentation, manger trop protéiné le soir, ça aussi a une influence. Qu'est-ce que c'est les conseils, je les adapte. Moi, quand je rencontre ce genre de cas régulièrement, mais je l'adapte. Enfin, tu vois, quand tu parles à un chef d'entreprise qui gère une équipe de 60 personnes, je pense à mon ami Fred, ils sont plus d'une centaine dans une usine au nord. Il est sollicité tout le temps par tous les services. Lui dire, il faut que tu ailles couper l'écran 4 heures avant, il me regarde et dit, mais en fait, tu vois, donc ça n'a pas de sens et puis il peut pas l'entendre. Donc il faut trouver des tips, c'est lire. Lui, on a trouvé un truc qui est très bien, il fait des puzzles, tu vois. Ça le calme, ça le reconcentre et du coup, il fait des puzzles et après il regarde 2-3 mails, il va se coucher. Mais ça lui a permis d'améliorer son sommeil. Tu vois, parce que ça lui a donné une monotâche. Le problème aussi, la lumière bleue c'est une chose, mais c'est le multitâche. Tu vois, le fait de solliciter ton cerveau à droite, à gauche, le mail. Ah merde, il faut que je regarde, ton mail, il faut que tu traites ce que tu dois faire. Je vais envoyer le mail au comptable. Et puis en fait, mais non, quel élément? Je vais aller regarder le bilan du comptable. Puis en fait, je vais répondre au mail de mon prestataire. Et là, tu rentres dans un truc, en fait, et tu vas te coucher, ton cerveau, il a fait ça. Il est pas prêt. Et il est pas prêt de s'endormir. Tu vois, lui, il a fait un monotâche, un puzzle. Bam, il répond à 2 mails. Et même, je suis en train de travailler avec lui pour qu'il réponde à ces mails que dans une partie de la journée, tu vois. Là, c'est dur parce que là, il faut être fort mentalement. Très organisé et tenir le truc. Et voilà. Et pareil, lui, comme il travaille tard, il pratique le sport tard. C'est pas l'idéal du tout. Tu vois, quand tu fais une séance à 21h de home trainer où tu as PMA, tu mets, je vais te dire. Voilà, tu vois ce que je veux dire, t'as rien, mais il faut s'adapter. Voilà. Donc, il n'y a pas de consensus et il faut s'adapter à son truc, mais à sa vie. Donc, il faut, mais voilà, moins vous êtes exposé aux écrans, plus vous êtes dans des actions monotâches avant de vous coucher, plus ça sera facile et plus vous aurez un sommeil de qualité. Et après, il y a aussi tous les éléments biologiques. Aujourd'hui, si tu as un sommeil qui n'est pas réparateur, ça peut être dû aussi à des déficiences, des déficits au niveau nutritionnel. Tu vois, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Est-ce que les étirements, est-ce que des séances de yoga, est-ce que des séances de respiration? La respiration, yoga, oui, ça fait partie d'exercices qui soutiennent tout à fait. La récupération pour progresser. Tout à fait. Les étirements dans l'aspect structurel musculaire, pas du tout. Mais dans tout ce qui va être lié à la respiration, à la méditation, c'est parfait. En effet. Bon, il y a plein de tips on vous a partagé pas mal de conseils sur justement toute cette partie s'entraîner pour progresser, préparer, soutenir, mieux récupérer. N'hésitez pas à commenter. Comment est-ce qu'on peut conclure cet épisode, Loïc?
Est-ce que tu as une dernière chose à partager sur ce sujet-là? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient qu'on leur dise quoi faire. C'est-à-dire, il faut faire de la PMA 3 semaines avant la compétition parce que c'est la meilleure période. Il faut travailler votre seuil 1 mois avant, faire l'hiver, faire du renfort, des longues séances en pignon fixe. Voilà. Tu vois, et tout ça, en fait, il faut laisser derrière vous tout ce qu'on vous a raconté et vous reconcentrer sur vous-même, pas sur ce qu'a dit le copain, le voisin. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce qui va fonctionner à l'instant où je fais et qui est adapté à ma vie. Et c'est comme ça que vous progresserez avec des vraies motivations au départ qui vont dans ce sens-là. Super, un grand merci Loïc. En tout cas, n'hésitez pas à nous témoigner, nous faire un témoignage sur ce que vous avez pensé de cet épisode, à le partager, à le noter également. Ça va prendre quelques secondes pour vous, mais pour nous, c'est très très important pour la visibilité. Et ça permettrait à d'autres auditrices et auditeurs de découvrir ce podcast Tous en selle. En tout cas, voilà, la progression au cyclisme repose sur une préparation intelligente, une gestion efficace de l'effort, mais aussi une récupération optimisée. Un grand merci pour votre fidélité et on vous donne rendez-vous avec Loïc, mais aussi avec JP, Camille et toute l'équipe de Tous en selle très prochainement, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao.